Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Et on a l'immense plaisir, l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui un des grands noms de la tech en France. J'ai le plaisir d'accueillir Gérald Carsonti. Bonjour Gérald. Bonjour. Alors vous êtes très nombreux, vous êtes toujours incroyables, vous êtes plus de 250 inscrits aujourd'hui pour écouter ce témoignage de leadership sur comment est-ce qu'on construit une équipe, comment est-ce qu'on bâtit une équipe qui gagne. La semaine dernière, vous étiez également très nombreux pour écouter Sandrine Zerbib, qui a créé Adidas en Chine et qui en a fait une des filiales les plus rentables du groupe, qui nous a parlé des secrets des leaders chinois, les Dragon's Tactics. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Elle nous a laissé avec cette jolie phrase de Lao Tse, devient aussi fluide que l'eau qui trouve toujours sa voie en s'adaptant au terrain. C'est la caractéristique de beaucoup de leaders chinois, être ultra pragmatique et ultra réactif face aux événements. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur de logiciels. C'est la plateforme des managers pour les aider à coacher leurs équipes. Et Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des univers très différents. N'hésitez pas à contacter nos équipes si vous pouvez être intéressé. Voilà, la page de pub est terminée. Maintenant, place à Gérald. Est-ce que Gloria, tu peux faire le portrait de ce parcours extraordinaire de Gérald Carsonti? Avec plaisir. Gérald Carsonti, vous êtes le leader emblématique de la tech en France. Vous commencez votre parcours professionnel à IBM, où vous restez pendant 17 ans en occupant des fonctions de vice-président et de directeur au sein de différentes entités d'affaires du groupe. Vous occupez également des responsabilités internationales, notamment au Japon, en Russie, en Europe et aux États-Unis. Dans cette dernière mission internationale, vous êtes le vice-président Worldwide des ventes PME et PMI et des partenaires pour la division IBM Software Group et supervisez près de 3000 personnes réparties sur les 3 géographies, EMEA, Amérique et Asie. Vous devenez ensuite président de la filiale Capgemini Sogeti, application service SaaS, spécialisée dans l'application, les activités des services technologiques de la proximité, l'ERP et le testing. En 2007, vous rejoignez un autre leader mondial, HP, dont vous dirigez la division entreprise-service. Sous votre direction, la France devient l'un des 5 pays le plus performants au niveau mondial. En 2013, vous êtes élevé au titre de chevalier de la Légion d'honneur. Vous devenez ensuite directeur général d'Oracle France, puis un an plus tard, vous êtes nommé président et directeur général de SAP France, premier éditeur de logiciels en Europe et le 4e dans le monde. Vous partagez votre expérience en leadership à HEC, à l'SECP et dans des ouvrages de référence comme Le leader du 3e type et L'art de bâtir une équipe. Et en 2002, vous êtes élevé au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite et c'est Elisabeth Borne qui vous remet votre recette. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Gérald dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn. Il y répondra en temps d'entretien. Merci Gloria, quel parcours incroyable. Il n'y a pas beaucoup finalement d'entreprises qui ont pu se passer de tour. On a l'impression que tout le monde s'est arraché Gérald Carsonti. Et en 2016, tu publies Leader du 3e type. Et là, tu montres qu'on rentre dans une nouvelle mutation de la société, la 4e révolution industrielle, qui ne peut aboutir qu'à l'émergence de leaders qui sont moins centrés sur eux-mêmes, moins narcissiques et plus bienveillants, tout en cherchant bien sûr la performance en permanence. Et puis maintenant, il y a ces bouleversements, la pandémie, la guerre, la révolution de l'IA. Et tu nous dis que les leaders, ils font face à des nouveaux défis, mais qu'ensemble, tout est possible, d'où ton nouvel ouvrage. Qu'est-ce qui change vraiment dans ces crises pour les nouveaux leaders ? Ce qui change, c'est que déjà, le monde est devenu extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 ou 3 décennies, mais même, je dirais, une quinzaine d'années, ou 20 ans, on va dire, le monde n'était pas comme il est aujourd'hui. Les décisions pouvaient se prendre plus facilement. Aujourd'hui, on est traversé par d'abord, il y a la technologie qui change tout.
On voit bien les discussions qu'il y a actuellement sur l'intelligence artificielle, sur les bénéfices et les risques associés. Il y a évidemment les réseaux sociaux qui viennent prendre une part extrêmement importante dans la dynamique des entreprises et des dirigeants. Il y a les médias, il y a cette complexité finalement. Tout va très vite. On est dans un monde qui va très très vite. Et donc, avec la complexité amène forcément, pour ceux qui ont une certaine lucidité et donc une forme d'humilité, amène rapidement à comprendre que nous avons des limites. Et ces limites, elles peuvent s'exprimer de façon très simple, mais il y en a une qui est la plus évidente, c'est l'absence de compétences dans plein de domaines. Donc, à partir du moment où on prend conscience de ça, on a la lucidité, donc encore une fois, de le savoir, eh bien, immédiatement, le leader avisé se dit, il me faut une équipe autour de moi. Et c'est comme ça qu'est né ce livre, L'art de bâtir une équipe, qui n'était pas prévu en fait au départ, parce que après Leader du troisième type, je voulais faire une pause parce que je savais que j'avais un projet qui commençait sur Radio Classique avec Franck Ferrand, où on a, là c'est une vraie passion parce que ça s'appelle Grand Leader, les leçons de l'histoire, et on a un grand succès, et j'en suis ravi parce que c'est une façon de véhiculer l'histoire auprès dans toutes les générations, mais notamment les jeunes, et ça nous plaît beaucoup. Et on prend des leaders de l'histoire et on essaie d'en tirer des leçons. Et on a cette émission podcast qui marche. Donc je savais que ça allait me prendre du temps, et ça me prend du temps. Et donc j'avais pas prévu de faire ça. Et en fait, c'est en discutant avec l'éditeur, le fait que Leader du troisième type avait très bien marché, il m'a dit ce serait bien de faire une suite, ou au départ une deuxième version. Et puis, je me suis plutôt tourné vers cette idée d'équipe parce que c'est la continuité logique du leader. Un leader tout seul ne peut rien faire. Voilà. Alors pour construire une équipe, il faut commencer par le recruter. Dans ton livre, tu reprends les études de Léon Festinger sur la dissonance cognitive, qui finalement nous amène à sélectionner des candidats qui nous ressemblent. Et tu interviews dans ton livre Elisabeth Moreno, qu'on aime bien et qu'on salue, qui était à l'époque ministre en charge de l'égalité homme-femme. Et elle dit justement, la diversité apporte l'humilité. Mais on cherche vraiment l'humilité parmi les candidats pour bâtir une équipe? Moi, je pense que l'humilité est un fondamental ça devrait être un fondamental de tout le monde. Parce que aujourd'hui, ne pas avoir d'humilité, c'est manquer de clairvoyance. Donc, l'humilité, c'est simplement d'être conscient de ses forces et ses faiblesses, ou des points à améliorer, comme on dit. Et voilà. Et je pense que moi, c'est pas le critère que je recherche en premier. Je pars du principe que quelqu'un qui n'a pas d'humilité aura du mal à fonctionner avec moi parce que moi, c'est une de mes doctrines. Non, moi, ce que je recherche, c'est d'autres aspects. Je recherche déjà la complémentarité dans l'équipe. Moi, ce que j'aime, c'est avoir une équipe avec des profils différents en termes de tempérament, de caractère, de style de leadership. Ensuite, évidemment, une diversité de compétences. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a plein de domaines dans lesquels je peux parler une demi-heure de façon pertinente, et puis après, ça devient plus compliqué. Eh bien, il faut aller chercher ses talents ailleurs. Parce qu'un dirigeant d'une entreprise, j'ai été PDG pendant 25 ans, quand on est PDG, c'est une fonction. C'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer dans l'entreprise, mais qui n'est pas plus ou moins important qu'un autre. C'est un rôle comme un autre. Alors évidemment, on montre les PDG et les dirigeants du doigt parce que c'est eux qui incarnent par essence, a priori, le leadership. C'est eux qui définissent la vision, certainement, mais seuls, ils vont échouer. Donc, ce n'est qu'un rôle. Et donc, moi, ce que je cherche, au-delà de ce que je viens de dire, c'est des qualités intrinsèques d'intégrité, de courage, de franchise, de loyauté. La loyauté est un facteur très important quand on bâtit une équipe. Et là, je dois dire que pour moi, je pense que pour un dirigeant, construire une équipe, c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, je dis souvent cette phrase, 70% ou peut-être même 80% du rôle d'un leader, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment. Et quand on a réussi cette alchimie, parce que c'est de ça dont on parle, alors tout est ouvert. Et inversement, quand vous voyez les entreprises qui échouent, sont celles qui, entre autres, pas uniquement, mais entre autres,
ont une équipe où tout le monde se tire dans les pattes, il n'y a pas de confiance réciproque. Voilà. Et quand on a cette situation-là, il est urgent de changer parce que le risque, c'est simplement de couler. Dans le livre, tu interviews aussi Delphine Ernotte, hein, c'est une PDG de France Télévisions, et elle fait un témoignage très personnel où elle parle du rôle de son père qui l'encourageait toute jeune à débattre, à entreprendre. Et puis elle parle de ses patrons emblématiques comme Thierry Breton qui l'ont également coaché et aidé à se développer en tant que PDG. Finalement, tu cherches des qualités innées ou plutôt des qualités à développer? Tu cherches une page blanche ou tu cherches déjà des gens qui sont complètement opérationnels dans le rôle que tu leur as défini, complémentaire bien sûr au sein de l'équipe? Alors déjà, est-ce que le leadership est inné ou acquis? Moi, j'ai la conviction depuis très longtemps qu'il est en grande partie, il y a forcément une part de génétique là-dedans, parce que on part pas tous avec le même bagage, c'est une évidence. Mais pour moi, ça joue, c'est mineur, l'essentiel est acquis. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne, que nous sommes différents tous les deux, par exemple, eh bien, c'est qu'on n'a pas grandi dans les mêmes familles, on n'a pas traversé il y a un contexte dans toute personne, un contexte familial, un contexte amical, un contexte religieux, potentiellement, un contexte, après on va à l'école, à l'université, dans les grandes écoles, on côtoie des gens, on fait du sport, et donc on se fabrique une identité qui nous est propre. Et en fait, c'est le cumul de la génétique qui déjà fait de nous un être unique, plus un parcours qui, par construction, est unique, qui fait que nous sommes totalement différents. C'est-à-dire que nous sommes en fait uniques. On oublie ça, comme je le dis parfois, on apprend ça dans peut-être la première leçon qu'on apprend en économie, c'est que ce qui est rare est cher. Or, nous sommes rares puisque nous sommes uniques. Et nous oublions ça. La vie nous fait que nous ne considérons pas, par manque de confiance, parce qu'on est pris par le temps, parce qu'on est sous pression, peu importe. On oublie ça, on oublie qu'on a de la valeur et on finit par se mouler dans ce que les entreprises attendent de nous. Et ça, c'est pas bien. Et moi, ce que je cherche, c'est exactement des gens qui n'oublient pas ça. C'est-à-dire qu'ils n'oublient pas qu'ils sont uniques et qu'ils ont des caractéristiques qui leur sont propres, tout en ayant de l'humilité. Parce que, évidemment, quand vous êtes conscient que vous êtes unique, vous pouvez, pour le dire autrement, prendre la grosse tête et c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc, il faut garder une humilité, mais par contre, avoir conscience de son potentiel, conscience de son unicité, je pense que c'est un atout. Donc, pour le résumer, je cherche des personnalités avant tout. Ça, c'est très important. Des personnalités qui sont capables d'imprimer quelque chose. Parce que dans l'entreprise, et je suis bien placé enfin, vous êtes bien placé pour le comprendre, puisque c'est des choses que vous maîtrisez chez Incentive, c'est que la vente et le métier mais d'ailleurs de la relation humaine en général, c'est de la séduction. C'est exactement la même chose. On est en permanence dans une histoire de séduction. On cherche à convaincre, on cherche à imprimer quelque chose, on cherche à inspirer. Et donc, vous avez plus de chances de succès si vous avez des personnalités qui ne vous ressemblent pas, qui sont différentes de vous, parce que vous allez avoir une complétude, et ensuite des personnalités qui ont ce souci de séduire, parce que les personnes qui ont le souci de séduire, en général, produisent de la qualité et de la satisfaction. C'est assez banal ce que je dis d'une certaine façon, parce que ça me paraît être une évidence, mais ce n'est pas forcément ce que les entreprises font. Justement, comme je le dis dans mon livre, on constate que les entreprises font parfois même l'inverse. Elles recrutent des gens qui leur ressemblent, qui se ressemblent, s'assemblent, un paragraphe que j'ai appelé comme ça, parce que ça nous rassure, parce qu'on préfère avoir des personnes, voilà, c'est exactement ça. On préfère avoir des personnes qui ont fait la même école, qui sont passées par les mêmes circuits, etc. Parce qu'on se dit, lui au moins, ou elle au moins, je la vois, je la maîtrise, je sais comment elle va réagir. Bah oui, mais le problème, c'est que quand on se ressemble et qu'on s'assemble, eh bien, on produit la même chose. On produit on a les mêmes impacts et les mêmes actions. Troisième sujet pour créer ton équipe. On parle souvent de la matrice Kill-Will, hein, les compétences d'un côté et puis l'engagement, la motivation de l'autre. Comment est-ce que dans tes différents postes, tu évaluais la motivation, l'engagement d'un candidat pour rejoindre ton équipe, ton cercle restreint? Alors, déjà, moi, il y a un critère qui est pour moi très, très important.
j'ai même publié ce matin un post là-dessus d'ailleurs, c'est la passion. Pour moi, la passion, c'est la passion, c'est pour moi le moteur du succès. Elle est intrinsèquement liée au succès, c'est même, elle gouverne les réussites. C'est ce que j'ai écrit ce matin, parce que je le crois vraiment. Je pense que, et ça, sauf si on n'a aucune perspicacité, on sent très très vite quand on est face à quelqu'un, si on a quelqu'un qui est passionné ou pas. Vous savez, quand vous êtes face à quelqu'un qui est dans le vin ou qui est dans n'importe quel type d'activité, prothèse dentaire, n'importe quoi, et il parle de son métier, si à la fin de la discussion, vous vous dites « Ah mince, j'aurais voulu faire ce métier tellement ça me paraît bien », c'est qu'en fait, il vous a parlé avec passion et quelque part, il vous a entraîné avec lui. Et moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des personnes comme ça. Vous voyez, prothèse dentaire, c'est pas forcément le truc que je me suis dit quand j'ai fini mes études, je veux être prothésiste en dentaire. Mais moi, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé de ça, et à la fin, j'étais passionné par ce qu'il me disait. Parce qu'il m'expliquait comment, par exemple, on pouvait dévitaliser une dent et que c'était un métier extrêmement technique, extrêmement intéressant, et il le rendait intéressant. Donc, en réalité, la passion, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui nous fait bouger, qui nous anime et qui fait une énorme différence. Et donc, moi, quand je suis face à quelqu'un, c'est ce que j'essaie de détecter. C'est est-ce que j'ai face à moi quelqu'un qui cherche un job pour avoir un salaire, parce que il faut travailler, ou est-ce que j'ai quelqu'un qui cherche tout ça, parce qu'il ne faut pas se raconter du ça. On veut un salaire et on veut une existence sociale, bien sûr. Mais quelqu'un qui d'abord a compris ce qu'on était en train de faire, le sens de ce que nous faisions, pardon, et qui a compris la culture finalement de la maison et qui a envie de rejoindre cette histoire, cette aventure. Et quand j'ai ce sentiment-là, alors je me dis, quelle que soit la compétence de la personne, elle l'apprendra. J'ai une bonne personne à mes côtés. On est maintenant, on a l'équipe, on l'a recruté. Il y a un modèle qui est assez ancien, mais qui est toujours aussi vivace et utilisé dans notre entreprise, c'est le modèle de Tuckman, qui décrit les 4 phases dans lesquelles une équipe haute performance doit passer. Avec la phase de former l'équipe, hein, on en a parlé, et puis on a des personnalités très complémentaires, donc assez différentes, assez diverses, donc forcément ça frotte un peu, et donc il y a une phase de storming, hein, d'orage, avant que les normes du groupe ne se créent, et puis que l'équipe puisse vraiment performer. Est-ce que tu peux revenir sur ton expérience sur ces phases-là et comment tu gères, et notamment cette deuxième phase qui est toujours un peu compliqué parce qu'on a des personnalités fortes qui s'affrontent et ça fait des étincelles. Oui, alors moi, en fait, moi je pense que cette courbe-là, on pourrait la décaler et en remettre à chaque fois une. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que une bonne entreprise, c'est une entreprise qui se remet en question assez régulièrement. Donc, il faut former en permanence parce que la technologie bouge, parce que les métiers bougent, parce que les clients bougent, etc. Donc, la partie forming, de mon point de vue, elle est permanente. La partie storming, de mon point de vue, elle est quasiment incessante parce que en fait, l'entreprise qui arrête d'être dans le bouleversement. J'avais un patron chez IBM qui dirigeait à l'époque le software mondial et qui avait sorti un jour dans une conférence cette formule que j'ai toujours gardée en tête, break it to build it, casser pour construire. Et je pense qu'il ne faut pas le faire tout le temps, bien sûr, mais à certaines échéances, je pense que c'est nécessaire de casser le format dans lequel nous sommes. Il n'y a pas de violence là-dedans, hein, c'est juste remettre en cause, discuter, challenger. Et donc, du coup, la notion de norming prend une toute autre dimension. C'est-à-dire, la question, c'est quoi le norming? Aujourd'hui, il y a quelques années, on pouvait définir cette partie-là extrêmement simplement. Aujourd'hui, je pense que ça n'a plus de sens parce qu'en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre très clair. Il y a juste un cadre mouvant. Et la force du leader d'aujourd'hui, c'est justement celui qui n'est pas mal à l'aise dans la mouvance. C'est celui qui n'est pas mal à l'aise dans la turbulence. C'est ça une des caractéristiques, pour reprendre la question du tout début, la grande différence entre les générations de leaders d'avant, où on avait des esprits bien faits, qui maîtrisaient un monde fermé, un monde structuré et un monde facile à décoder,
à un monde qui est en ébullition permanente, on le voit bien, et qui exige des profils adaptables et des profils qui justement n'ont pas de cadre normé, justement parce qu'ils sont capables de s'adapter à n'importe quelle situation. Et quand il y a tout ça, a priori, il y a la performance. Alors, tu fais maintenant un podcast avec Franck Ferrand sur Radio Classique sur les grands leaders de l'histoire. Quelles sont les quelques personnalités, deux, trois personnalités qui t'ont le plus inspiré en faisant ces podcasts et surtout qui doivent inspirer les leaders de demain qui doivent s'adapter à cet environnement VUCA qu'on connaît aujourd'hui? Alors déjà, il faut dire que Radio Classique, c'est une radio formidable. Franchement, il nous donne un cadre de travail avec Franck qui est absolument extraordinaire. Franck est quelqu'un que tout le monde connaît et qui est un historien incroyable. C'est un conteur, hein. C'est quelqu'un qui peut, à partir de deux, trois informations, construire une histoire et une histoire cohérente et surtout passionnante. Donc, c'est quelqu'un de formidable. Travailler avec lui, c'est un bonheur absolu. Moi, j'enseigne le leadership depuis 20 ans à HEC. Je suis un passionné d'histoire depuis que je suis tout petit. Donc l'idée, j'ai apporté cette idée en fait à Radio Classique et le projet est né comme ça. Alors c'est marrant parce que la première fois qu'on a discuté de ce projet avec Franck, il m'a posé la question, il m'a dit quel est ton personnage préféré? Je lui ai dit Alexandre le Grand et il m'a dit moi aussi. Et c'est pour ça qu'on a commencé le premier épisode de la saison 1. Là, on vient de terminer cette semaine la saison 2. On a 10 épisodes à chaque fois, donc on a 20 épisodes que tout le monde pourra trouver sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et autres plateformes, ou sur Radio Classique d'ailleurs. En fait, pour répondre, le premier personnage, c'est Alexandre le Grand. Pourquoi? Parce que Alexandre le Grand est un personnage unique dans l'histoire. Alors, attention, l'historiologie que nous avons, on n'a pas énormément d'informations finalement. On en a, hein, mais il y a plein de zones de flou. Donc il faut garder une certaine prudence. Mais Alexandre le Grand était un personnage absolument unique pour des raisons simples. D'abord, on a l'image de Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de tous les temps. Et c'est vrai à 20 ans, il combattait la bataille de Chéronée aux côtés de son père, Philippe II de Macédoine, et ce n'est pas donné qui avait déjà bâti un empire très significatif, hein, Philippe II de Macédoine. Il n'est pas parti de rien, Alexandre le Grand. Ah non, bien sûr que non. Et donc, il a appris à devenir finalement un homme de guerre aux côtés de son père. Et puis, son père a eu aussi cette formidable idée de dire il faut l'esprit, il faut le corps, mais il faut l'esprit aussi. Et il lui a attitré un précepteur que tout le monde aurait aimé avoir de même niveau, je veux dire, Aristote lui-même. Donc, c'est un homme qui déjà part avec quand même quelques atouts. Et là, moi, je crois que la grande leçon à tirer d'Alexandre le Grand, c'est que c'est celui qui a réussi, avant tout le monde, à inventer la notion de multiculturalisme, c'est-à-dire qu'il a réussi à intégrer l'Orient et l'Occident, et au lieu d'imposer sa culture aux autres, c'est-à-dire aux pays conquis, il faisait l'inverse. Il s'appropriait la culture, et il forçait même ses soldats et ses officiers à se marier avec des Perses, avec des princesses et des femmes locales, parce qu'il était convaincu que c'était la diffusion culturelle dans les deux sens, bilatérale, qui pouvait asseoir une forme de compréhension mutuelle. Et alors, en faisant cela, la réalité, c'est qu'il a fait en sorte que la hellénisation se fasse d'une façon incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en acceptant la culture des autres qu'il a réussi à véhiculer la culture grecque. Et aujourd'hui, nos civilisations occidentales sont évidemment totalement inspirées de la culture grecque qui nous vient d'Alexandre le Grand, parce que justement, il a eu cette intelligence-là. Et donc, c'était quelqu'un d'assez unique, certainement très en avance sur son temps, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est mort à 33 ans et qu'il a gouverné, il a été vraiment au gouvernement de la Macédoine et ensuite, on va dire, presque de la moitié du monde, pendant 12 ans seulement. C'est très court hein, comme période. Alors ça, c'est le personnage que je citerai en premier. Après,
tous les personnages qu'on a vus de Louis XIV, Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, je pourrais en citer plein. Moi, j'ai été très séduit, bon, évidemment par Churchill, parce que Churchill, c'était dans toute son extravagance, hein, où il pouvait recevoir ses ministres en peignoir avec un cigare, ou alors même quasiment dans sa baignoire. C'était quand même quelqu'un d'extraordinaire, mais il avait cette... je pense qu'au moment où tout le monde a lâché prise, face au nazisme et face à Hitler, lui a été suffisamment clairvoyant pour s'apercevoir qu'il y avait quelque chose de grave qui était en train de se passer et de ne pas lâcher prise. Et je pense que si nous devons aujourd'hui ce que nous sommes aujourd'hui, on lui en doit une grande partie, sans aucun doute. Après, pour prendre une femme qui m'a beaucoup, deux femmes qui m'ont beaucoup marqué, alors ce sont ce qu'on appelle des favorites. Mais je pense qu'elles étaient absolument extraordinaires. Madame de Pompadour, parce que ça, c'était un personnage flamboyant, d'une intelligence rare. Et puis Diane de Poitiers. Diane de Poitiers est un personnage qu'on ne connaît pas très bien, mais qui était une femme. Je pense qu'on s'est dit avec Franck qu'on était quelque part un peu séduit par elle. C'est-à-dire que quand on prépare, on finit l'épisode, on finit la préparation et se dit, moi quand j'étais étudiant, déjà j'étais séduit par Diane de Poitiers et je suis finalement retombé en séduction en la travaillant parce que sincèrement, elle était assez exceptionnelle. Je voudrais quand même citer un dernier personnage parce que je pourrais vous dire, moi je suis un passionné de la Révolution française, donc des personnages controversés comme Robespierre, mais qui sont en leadership des personnages faramineux pour apprendre beaucoup de choses. Mais je voudrais citer Yolande d'Aragon. Parce que alors là, pour le coup, Yolande d'Aragon, elle n'est vraiment pas connue par tout le monde, on va dire. Et pourtant, c'est elle qui, de mon point de vue, a réellement sauvé la France au moment où les Anglais étaient en train de prendre possession suite au traité de Troyes, qui avait été lâchement négocié par Charles VI et qui est devenu le roi fou. Hein, donc, et elle a compris que, et donc, entre guillemets, est-ce qu'elle a manipulé Jeanne d'Arc pour atteindre ses objectifs? Je pense qu'il y a une part de ça. Mais en tout cas, elle l'a fait pour sauver la France. Et je pense qu'on lui doit une grande, alors là pour le coup, une grande partie de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que si la France est restée ce qu'elle est, c'est sans doute grâce à Yolande d'Aragon qui a été un leader de l'ombre, je l'appelle comme ça dans le podcast, un leader de l'ombre, parce qu'elle est moins connue, elle a agi en sous-main, mais avec une brillance incroyable. Merci pour ces exemples. Et puis, on va découvrir Yolande d'Aragon et Diane de Poitiers, redécouvrir. Tu cites, tu es un passionné de leadership, hein, tu l'enseignes depuis 20 ans à HEC. Tu redécouvres en 2006 à Oxford Michael McCoby, qui est psychanalyste anthropologue, qui théorise les styles de leadership. Tu décris dans ton livre, tu reprends les styles de leadership de Daniel Goleman, hein, qui date des années 2000, je crois. Quand tu travailles avec ton équipe, comment est-ce que tu intègres ces différents styles de leadership pour coacher les personnes? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches aussi là de la diversité dans les styles au sein de ton équipe? Comment tu utilises finalement ces différents styles de leadership de Daniel Goleman au quotidien? Alors Daniel Goleman ou d'autres, hein, mais Daniel Goleman, si on prend d'abord c'est pas lui qui est l'initiateur de cette théorie, hein, mais il l'a reprise et il l'a développée, il l'a démocratisée, on va dire. Alors comment? D'abord, la diversité, déjà au passage, c'est homme-femme, parce que je pense que les femmes vont changer le monde dans les années à venir, ça j'en suis convaincu. Ensuite, la diversité culturelle, parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec Alexandre Legrand, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, un dirigeant qui n'intègre pas la diversité comme un atout et passe à côté du sujet. C'est un peu, il rend une copie qui n'est pas la bonne. Il s'est trompé de sujet, il a rendu, voilà, il a fait fausse route. Donc voilà. Et comment ces styles peuvent nous aider? Quand on connaît cette théorie et on sait à quoi correspondent ces styles, comment ils impactent l'entreprise, comment ils impactent la performance, on est capable, quand il faut faire évoluer une équipe, quand il faut remplacer quelqu'un qui part à la retraite ou qui démissionne, peu importe, bien on va aller chercher une complémentarité. Si dans une équipe, vous avez trop de style coaching, par exemple,
en dominant. Je rappelle qu'on est un style dominant et généralement un ou deux styles secondaires. Secondaire. Si vous êtes en dominant coaching, et que vous en avez 3 sur 6 dans l'équipe, bah, le style coaching est un très bon style. C'est plutôt un style pour moi de secondaire dans le leadership. Enfin, je veux dire, il faut qu'il soit plutôt en secondaire d'accompagnement. Mais si vous en avez en dominant 3 dans l'équipe, bah, c'est bien parce que vous n'aurez pas de friction. Ça, c'est sûr. Mais par contre, vous allez avoir une sorte de stagnation dans la performance et dans les résultats. Donc, il faut faire attention, il faut diversifier les profils. Évidemment, le leadership, c'est d'abord le style visionnaire, qui est en bleu sur le côté. C'est celui-là qui est le principalement dominant. Après, il y a des styles très différents. Et quand vous avez autour de la table, vous avez un COMEX de 9 personnes, si vous avez une diversité de styles, vous allez atteindre plus rapidement des résultats performants. Si vous avez une similitude, si vous avez que des visionnaires, j'ai pris le coacheur tout à l'heure, si vous avez que des visionnaires, vous allez passer votre temps à faire des brainstorming, des réflexions, parce que chacun va vouloir imposer son idée aux autres, parce que chacun va se penser plus brillant que les autres. Et vous n'avancerez pas. Donc, il faut avoir un visionnaire, il faut avoir des affiliatifs, il faut avoir… Le commanding est intéressant aussi, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il vient faire là dans les styles de leadership? C'est le commandant, c'est celui qui est un peu, on va dire, coercitif, quelque part. Mais en fait, dans certaines situations, par exemple, quand une entreprise va très mal, quand il faut redresser les choses, mener un plan social, des choses pas forcément très sympathiques, eh bien, ce style de profil peut être la bonne personne pour changer la donne. Donc, vous voyez, tous les styles ont leur intérêt. Je viens de dire quelque chose qui est important, de mon point de vue, dans le leadership, c'est aussi une question de situation, parce que le leadership est aussi situationnel. Ces styles de leadership, vous allez les marier différemment selon que vous êtes dans une période de croissance élevée et de dynamique commerciale, ou qu'inversement, vous êtes dans une période où il faut serrer un peu les boulons et il faut se recentrer, etc. Il faut savoir adapter. On arrive à la fin de cet entretien. Il y a toute une partie dans ton livre que je ne voudrais pas éluder parce qu'elle est clé aujourd'hui. C'est le sens qu'on donne à l'équipe. Et là, tu as interviewé Catherine Barbara Chiaramonti et elle dit le collectif comme racine, le collectif comme boussole. Finalement, le collectif, c'est une manière de retrouver du sens dans cet environnement qui bouge tout le temps. Alors oui. Moi, ma conviction, c'est que déjà, c'est difficile de donner du sens à l'équipe si soi-même on n'en a pas. Donc, le préalable à toute chose, c'est déjà soi-même de savoir pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait qu'on arrive au travail, pourquoi je travaille pour telle entreprise et pas telle autre, pourquoi j'ai été voir Radio Classique plutôt qu'une autre radio, parce que c'est une radio qui me parle, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. Donc, en fait, il faut savoir en toute chose ce que nous faisons. Ensuite, là, Catherine a totalement raison, c'est qu'une fois que vous savez à peu près quelle est la direction que vous voulez prendre, eh bien, avoir autour de vous une équipe qui partage cette vision, qui partage ce sens et qui le fait vivre, là, c'est formidable parce que là, du coup, il y a une sorte d'entraide collective et de mouvement uniforme. C'est pas pour être uniforme, parce que l'uniformité, je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que c'est un piège. Mais par contre, l'uniformité dans l'objectif, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il faut au moins viser la même chose. Le collectif comme racine, le collectif comme boussole. Un immense merci, Gérald. Quand on t'a demandé quelle était ta citation préférée, tu nous as cité Nelson Mandela. Oui, parce que d'abord, c'est un des personnages qu'on traite avec Franck, d'ailleurs, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk. On a toujours 2 personnages par épisode. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Moi, l'éducation, c'est très important pour moi. J'enseigne depuis longtemps. Je suis convaincu que la clé est dans l'éducation, parce que nous, en France, on est des enfants gâtés. On a les meilleures écoles, on a un enseignement formidable, on a des professeurs formidables. Mais il y a plein de zones dans le monde où il n'y a pas tout ça. Et où l'éducation, c'est un luxe.
Et on voit bien que quand on accède à l'information, donc à la connaissance, et quand on est capable de commencer à pouvoir, parce que l'éducation, c'est quoi? C'est d'abord d'apprendre à réfléchir. C'est pour ça qu'il faut être méfiant, pas rejeter. Il faut accepter la technologie et l'intelligence artificielle, mais il faut être méfiant aussi. C'est-à-dire que si la technologie permet d'avancer dans la bonne direction, c'est très bien. Si la technologie se substitue en termes de réflexion pour les enfants de demain, les générations de demain, là, ça peut devenir grave. L'éducation, c'est d'abord quelque chose qui nous aide à réfléchir et qui nous aide à structurer notre pensée. Et c'est pour ça que je pense que Nelson Mandela, comme bien souvent, avait raison. L'éducation, c'est une arme très puissante pour transformer le monde, oui, bien sûr. Et je retiens aussi de notre entretien, nous sommes rares parce que nous sommes uniques. On finit par oublier qu'on a de la valeur. Je cherche des gens qui n'oublient pas qu'ils sont uniques tout en restant humbles. Une très belle leçon de leadership. Pour aller plus loin, bien sûr, précipitez-vous à la FNAC pour acheter L'art de bâtir une équipe, le dernier livre de Gérald. Également Leader du troisième type, où tu donne une vision de ce leadership qui donne du sens et qui engage. Les grands leaders de leçons de l'histoire à suivre sur Radio Classique. C'est toutes les semaines, j'imagine. Voilà, sur Spotify. Là, on a 20 épisodes. On a terminé le 20e épisode de la saison 2. Là, maintenant, on fait un break. On reprend en octobre la saison 3. Mais là, il y a 20 épisodes à découvrir. Je précise les 2 livres précédents. L'ensemble des gains sont reversés à des associations. Très bien. Très bien. Donc, les grands leaders, les leçons de l'histoire. Servant Leadership de Robert Greenleaf, un concept qui va tout à fait dans la ligne de ce qu'on s'est dit. Si vous voulez retrouver également les différents styles de leadership dont on a parlé, le best-seller de Daniel Goleman paru en 2000, Leadership That Gets Result, vous retrouverez les 6 types. Et puis son deuxième best-seller aussi qui est The Power of Emotional Intelligence, qu'il a rendu extrêmement célèbre. Et puis également un TEDx de Simon Sinek, How Great Leaders Inspire Action, là aussi pour regarder sur YouTube. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans l'interface de GoToWebinar, et on a encore, je crois, 5 minutes pour prendre quelques questions de notre auditoire. Est-ce que, Gloria, on a déjà des questions sur la plateforme? Merci Roland. Oui, on a beaucoup de questions. La première question de Lucie. Comment avez-vous favorisé la collaboration entre les différentes équipes et départements au sein de ces entreprises pour atteindre les objectifs communs? Comment fédérer les équipes, c'est ça? Favoriser la collaboration, oui. Alors déjà, moi je crois qu'un des points fondamentaux, c'est d'enlever la notion de crainte et de peur. Vous savez, en fait, on est dans des mondes où on se sent tout le temps scruté et jugé. Et une équipe qui réussit, une entreprise qui est performante, c'est une entreprise dans laquelle on enlève ces notions-là. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas galvauder le mot que de dire qu'on a le droit à l'erreur, on a le droit de dire des bêtises. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand les personnes ne font rien. C'est-à-dire qu'elles ne disent rien, elles ne s'expriment pas. Moi, j'ai besoin d'avoir des personnes qui contribuent. Et donc, il faut créer, je pense que là, c'est une des responsabilités du dirigeant, que de créer un environnement propice au partage et au dialogue. Et pour ça, il faut créer un environnement extrêmement sain dans lequel tout le monde se sent en confiance. La confiance est très importante. Donc, comment favoriser la collaboration? La confiance. Et puis ensuite, faire en sorte, pour ça que c'est pas si négligeable que ça, les bureaux. Vous voyez qu'on y revient, hein, heureusement, après le Covid. Mais en fait, créer des espaces où les gens peuvent se retrouver. C'est tout bête, mais on sait l'impact d'une machine à café. On sait que les gens apprennent à se connaître, dialoguent. C'est difficile de créer de la collaboration quand les personnes ne se connaissent pas. Donc, on passe quand même l'essentiel de notre vie au travail. Donc, il faut créer les conditions qui font que, et en plus, avec des personnes que vous n'avez pas choisies. Parce que quand vous rentrez chez SAP ou Microsoft ou IBM ou Renault,
vous arrivez dans un environnement où des personnes y sont, mais c'est pas vous qui les avez choisis. Donc, vous arrivez et vous allez travailler avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et donc, le rôle du dirigeant, c'est de faire en sorte que ces personnes dialoguent ensemble, apprennent à s'apprécier et découvrent finalement des profils originaux qui leur apportent quelque chose. Question de Rafika. Est-ce qu'on peut être performant sans être passionné par son métier juste parce qu'on a des valeurs qui nous poussent à honorer notre travail et à être loyal? Oui, bien sûr, parce que en fait, on peut être, je dirais, professionnel dans son métier, c'est-à-dire le connaître parfaitement, le faire avec beaucoup de détermination et avec le souhait de satisfaire en plus le client, et donc le faire très bien, sans forcément avoir une passion. Je pense qu'il faut mettre des guillemets sur le mot passion. On peut pas forcément être passionné, tout le monde ne peut pas forcément être passionné par tout ce que nous faisons. Moi-même, il y a des choses que je fais où j'ai pas forcément, je mentirais si je disais que tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais tout le temps, je le fais avec une passion, ce serait excessif. Je pense qu'il faut quand même garder quelques moteurs en soi. Par exemple, si je prends un exemple, si vous me demandez grand leader, les leçons d'histoire avec Franck Ferrand, c'est une passion monumentale. C'est que quand je rentre dans le studio avec Franck, quand même je prépare, je sens quelque chose dans mon ventre, dans ma tête, dans mon cœur. C'est une véritable passion. Maintenant, je ne ressens pas ce niveau de passion dans tout ce que je fais. Ça, je vous mentirais. Donc oui, on peut. Moi, simplement, je dis, ce n'est pas grave de ne pas ressentir une passion totale dans son activité. Là où c'est plus grave, c'est quand le matin vous vous levez en vous disant ah mince, il faut que j'y aille. Vous voyez, vous traînez un peu les pieds. Là, ma recommandation elle est très simple. Il faut tout de suite quitter en urgence. L'ordonnance pour le médecin que je ne suis pas est très simple à établir. Il faut partir. Il faut partir parce qu'il faut aller vers quelque chose qui nous passionne, bien sûr. Alors, passionne, qui nous plaît, qui nous anime, qui nous fait éprouver quelque chose. Dernière question par Nouradine. Nous sommes de plus en plus dans un leadership transversal et cross-fonctionnel. Est-ce que vous avez quelques conseils? C'est un leadership que nous avons appris à apprivoiser au cours des 20 dernières années, parce que c'est quelque chose qui est né avec l'internationalisation. Et je crois que c'est pas simple, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de travailler dans une équipe où il y a un patron direct et puis une équipe qui est autour, on se voit, on apprend à se connaître, etc. Et là, on est dans un monde où parfois on a un patron hiérarchique, puis un ou deux patrons fonctionnels, et puis une équipe qui est pas forcément qu'en France, qui faut apprendre à vivre avec ça, et c'est pas si simple que ça, je le reconnais, mais en même temps, ça apporte une richesse que nous n'avions pas avant. Donc, je pense que le bénéfice est plus important que les potentiels inconvénients à gérer. Gérald, un immense merci. Tu es passionné par les leaders de l'histoire. Nous, on a été passionnés par entendre les leçons d'un grand leader de la tech en France aujourd'hui. Merci pour son partage. Merci pour ton enthousiasme. Merci pour ta disponibilité. Je vous donne, et bien sûr, bravo pour l'art de bâtir une équipe. Je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine pour des leçons de philosophie avec Flora Bernard, manager avec les philosophes. Merci à tous et très bonne journée. Merci.